Merci à toute l'équipe ici pour l'invitation et pour la collaboration autour de cette problématique des plateformes. C'est un plaisir de se retrouver ici. Je crois que j'ai fait à peu près toutes les universités de la communauté française, mais je n'ai jamais donné cours vraiment à l'ULB, donc c'est une première pour moi. Et un plaisir peut-être de retrouver certains étudiants, quoique je ne suis pas tout à fait sûr, venant de Saint-Louis, puisqu'effectivement certains font ce trajet-là. Je ne vais pas dire que je les encourage en étant à l'UC Louvain, mais il y a plein de bonnes raisons de le faire quand même. Gouvernance des données et plateformes, c'est le thème, le sujet, le titre qu'on a choisi. Dans un titre, il y a toujours pas mal de choses, et j'en avais même discuté avec Benoît Friedman, puisque vous constatez qu'il y a un « et », une conjonction, on n'a pas repris le « des plateformes ». On ne parlera pas tellement de la gouvernance des plateformes, on parlera de la gouvernance des données par rapport aux plateformes, la question de la gouvernance des plateformes étant beaucoup plus vaste. Et je ne vais pas définir, je laisse ça peut-être pour la discussion, ce qu'il faut entendre par gouvernance. Par contre, je vais commencer, ce seront mes premières réflexions, par quelques rappels sur les données et les plateformes de termes dans le titre. Alors, données et plateformes, quel lien entre les deux? C'est un cours, donc je vais me permettre quand même de remettre certaines bases en place, des choses qui sont peut-être connues, mais qui méritent d'être rappelées au début d'un cours. Alors, vous connaissez l'analogie qui est fortement utilisée par des opérateurs économiques, évidemment, à leur profit, comme Cisco, qui s'intéresse bien entendu aux données, puisque c'est un fabricant de matériel de transmission. Et donc, la question des données est importante pour ceux qui construisent les infrastructures. Mais pour bien d'autres opérateurs, et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les plateformes qui viennent au-dessus de l'infrastructure. Alors, les données sont souvent comparées au pétrole, hein, c'est le nouveau pétrole, on joue avec ça. Il y a des analogies et des aspects de cette analogie qui fonctionnent, parce que c'est vrai que les données, il faut les extraire, il faut les exploiter, il faut les raffiner, il faut les acheminer, et le transport est complexe. Et puis, en fin de course, on les utilise à différentes fins, on les consomme, elles disparaissent peut-être, avec en cours de route, bien entendu, une série de problèmes qui peuvent se poser et qui intéressent évidemment les gestionnaires, mais aussi ceux qui s'occupent de la gouvernance, et nous en sommes en tant que juristes, parce qu'effectivement, les données, comme d'autres données premières, peuvent s'échapper. Il y a des fuites possibles, d'où la question des contrôles en route et tout au long de l'acheminement. Alors peut-être qu'on peut se poser d'ailleurs quelques questions par rapport à cette analogie. Les données comme le nouveau pétrole, est-ce que vraiment les données sont une matière première? Ça, je dirais que c'est plutôt une question presque philosophique. Elle a toute sa place ici dans le cadre d'un cours de théorie ou philosophie du droit. J'ai oublié l'intitulé. Théorie du droit. Parce que c'est quoi une donnée? C'est vrai que si on revient à l'étymologie du terme, ça donne l'impression effectivement que ce sont des matériaux premiers. Mais est-ce que c'est vraiment donné? Je pense, comme certains l'ont dit, et je ferai référence à un ouvrage qui est assez intéressant, The Data Revolution, que les données sont peut-être davantage prises. Elles ne sont pas véritablement données, elles sont prises parce qu'il y a toujours un processus d'observation qui passe par certains outils. Il faut des calculs, de l'expérimentation. Donc il y a tout un travail, et les datas sont plutôt des captas finalement. Il y a toujours des critères de sélection
il y a tout un travail de capture des données qui ne sont finalement pas données. Remarque de départ. Alors si on travaille sur l'analogie avec le pétrole, on en arrive bien entendu aux plateformes, aux grandes plateformes qui sont comparées, ici vous le voyez, aux plateformes pétrolières, et ce n'est pas pour rien, bien entendu, puisqu'on poursuit l'analogie. C'était la page de couverture d'un numéro de The Economist d'il y a moins d'un an, et vous voyez, il était centré sur la question des données, sur ce qu'on peut appeler la dominance par les données, qui fait aussi la dominance des grandes plateformes qui sont rappelées ici. On connaît les GAFAM, mais il y a d'autres acronymes peut-être moins connus, parce qu'on oublie qu'il y a de gros opérateurs, par exemple en Chine, et puis il y a des nouveaux arrivants, les NATU, on vous en a parlé. Je vais continuer l'exploitation de cette analogie, mais avant ça, je voudrais quand même revenir sur la notion de plateforme et un tout petit peu creuser, parce que je pense que les différents orateurs dans le cadre de ce cycle ont tous une idée derrière la notion de plateforme. Je voudrais revenir sur un sens, ou plutôt plusieurs significations du terme pour les économistes. C'est un peu la toile de fond de notre exposé. Et citer une définition aussi juridique, de façon à ce qu'on cadre un tout petit peu, parce que le terme lui-même, évidemment, est polysémique. Alors, je me base ici sur des typologies qui ont été faites par divers économistes, dont mon collègue à l'UCL, Paul Benflam, qui a assez bien travaillé, comme d'autres économistes, et notamment à la suite du prix Nobel d'économie Jean Tirole, sur la question des plateformes, ou ce qu'ils appellent les marchés bi- ou multifaces. Je n'étais pas là au premier cours, donc je ne sais pas s'il y a eu un rappel des notions économiques, mais je crois qu'on ne doit pas les oublier, tout ce travail des économistes sur la notion de plateforme. Ils distinguent plusieurs types de plateformes. Vous les voyez ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça donne en tout cas une idée de l'ouverture du concept de plateforme, qui, à mon sens, ne se limite pas aux plateformes de l'économie collaborative. Parce qu'il y a toute une série de plateformes qui sont des plateformes d'échange, effectivement d'informations essentiellement, vous les voyez là, eBay, Booking.com, EDX, on pourrait encore discuter pour d'autres. Il y a eu toutes les plateformes qui sont des plateformes essentiellement pour les développeurs de logiciels, qui sont importantes pour toute l'économie digitale. Et qui fonctionnent justement sur ces plateformes que sont iOS, Android, par exemple. Il y a bien entendu les plateformes de peer-to-peer, et là, c'est l'économie collaborative, et je pense que certains, dans le cadre de ce cycle, se concentrent sur la question des plateformes de l'économie collaborative. Ce sera sans doute l'objet de la conférence de Vasilis Atsopoulos dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Il a écrit un ouvrage récent sur l'économie collaborative, et il s'intéresse à ces plateformes-là qui ont plusieurs faces, on y reviendra, et c'est là qu'on trouve certains opérateurs comme Uber, Airbnb et plein d'autres dont on a déjà parlé. Il y a les plateformes plutôt du côté du domaine financier ou des instruments de paiement. Je crois qu'il y aura aussi une séance consacrée à ces questions-là. Et puis, il y a des plateformes de plateformes, évidemment, puisque certains opérateurs sont des opérateurs qui eux-mêmes travaillent sur de multiples sous-plateformes et qui sont des plateformes de plateformes. Eh bien, l'alphabet des plateformes, c'est peut-être Google, mais il y en a d'autres, bien entendu. Alors, pour les économistes, comment définir les plateformes ? Je suis très succinct ici, et il faudrait faire une référence à toute la littérature, Jean Tirole, etc. Donc, ce sont des marchés bifaces ou multifaces qui utilisent Internet et les technologies digitales. Donc, je pense que quand on parle de plateforme, on doit se situer dans un cadre numérique. Avant le numérique, avant l'Internet et toutes les technologies qui sont liées, notamment
les terminaux qui permettent l'accès à Internet, à commencer par les smartphones, bien entendu. Avant ça, c'est difficile de parler de plateforme, je pense. Mais donc, ces plateformes, ces marchés bifaces ou multifaces, permettent des interactions entre deux groupes d'utilisateurs. Ce sont des groupes qui sont distincts, mais qui sont interdépendants, et donc il y a d'un côté ce qu'on appelle parfois les fournisseurs, et de l'autre côté, il y a les consommateurs. Ça vise à créer de la valeur pour au moins l'un des groupes, et pour les économistes, il y a plein d'effets de réseaux qui sont assez complexes, qui font que l'analyse de ces opérateurs est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des effets sur les deux faces. Il peut y avoir un effet de réseau sur une face du marché, et puis il peut y avoir des effets de réseau croisés entre les deux faces. Bon, on sait que le plus nombreux on est, par exemple, sur un réseau social, le plus ça augmente la valeur pour les utilisateurs, mais il y a des effets aussi pour l'autre face, que sont les publicitaires qui font de la publicité sur les réseaux. Et donc, c'est assez complexe à analyser, avec parfois des concepts ou des approches qui, si on y réfléchit, sont quand même assez problématiques. La formule, par exemple, du winner takes all, qui est souvent appliquée aux plateformes. Pour peut-être un juriste, cette formule n'est pas tout à fait satisfaisante, bien entendu. Est-ce qu'on souhaite ce monde-là? Mais c'est peut-être un peu, effectivement, comment ça fonctionne, les plateformes, du point de vue économique. Alors, il y a des définitions juridiques. Je ne sais pas si celle-ci a déjà été commentée dans le cadre d'un de vos cours, mais donc certains législateurs, le législateur français par exemple, a introduit dans le Code de la consommation une définition de l'opérateur de plateforme en ligne. Donc ça devient un concept juridique, et vous voyez, c'est toute personne, éventuellement physique. J'avoue que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples où une personne physique puisse être un opérateur de plateforme en ligne, mais qui propose un service de communication en ligne qui repose sur le classement et le référencement au moyen d'algorithmes de différents types de biens, contenus, services, qui sont mis en ligne non pas par l'opérateur de plateforme, mais par des tiers, sur une des faces du marché biface ou multiface. Évidemment, si on parle de classement, de référencement, les données sont importantes. Ce sont des opérateurs qui travaillent sur les données et sur les informations, et qui les présentent, qui les référencent d'une certaine façon, et on utilise bien entendu des algorithmes à cette fin. Et vous avez le point 2 également dans cette définition. Je ne rentre pas dans les détails, mais donc les plateformes facilitent l'accès, mais en même temps, évidemment, elles contrôlent aussi l'accès. Les deux vont de pair. Et cet accès, c'est un accès à des biens, des services, de l'information, des capitaux, des données personnelles. Vous avez ici une liste d'exemples de plateformes, avec des problématiques qui sont horizontales, communes, et quand même certaines problématiques qui sont plus spécifiques. Par exemple, les problématiques des plateformes d'économie collaborative qui peuvent se poser, et notamment d'économie collaborative lorsque cela implique un travail. Il y a eu un exposé sur les aspects de droit social, mais bien entendu, beaucoup d'autres plateformes ne posent pas ce genre de problème-là. Mais il peut y en avoir en matière de vie privée, en matière de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, et beaucoup de problèmes évidemment de concurrence. J'imagine que dans la présentation des aspects de droit européen, il y aura peut-être un volet qui touchera aux questions de concurrence, parce que quand on parle de plateforme, évidemment, il y a problématique de la concurrence. La partie 2, après cette introduction générale, où j'ai essayé de rappeler certains éléments sur la notion de données, la notion de plateforme, c'était un peu la base des rappels. Le régime des données, ou plutôt les régimes au pluriel, et je reviens ici sur quelques notions plus ou moins connues, mais ça mérite d'être rappelé dans le cadre d'un cours. Vous verrez que
Quand on parle de données, en fait, ça peut couvrir beaucoup de choses différentes et surtout qu'il y a beaucoup de régimes juridiques qui peuvent s'appliquer aux données, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que parfois, quand on a données en tête, on songe aux données personnelles. C'est vrai que c'est un élément important de l'équation, mais il y a d'autres données qui sont soumises à d'autres régimes juridiques et qui posent donc d'autres problèmes. Je ne les verrai pas toutes, mais c'est vrai qu'on parlera un peu des données confidentielles, par exemple. Alors, d'abord, la notion de big data ou de mégadonnées en français. Vous connaissez, il y a pas mal de définitions. J'en donne ici en anglais, reprise justement à l'ouvrage de Kitchin, qui est assez intéressant, je trouve, si on veut avoir un grand panorama de l'économie et de l'évolution des régimes applicables aux données de différents types. Donc, dans cette définition, vous voyez qu'il y a une série de termes qui sont soulignés là. Les mégadonnées impliquent de grandes quantités de données, la question du volume. Ce sont des données qui sont aussi extrêmement dynamiques, qui évoluent très rapidement. C'est l'idée de vélocité des données, parce que les données peuvent être des données qui perdent très rapidement leur valeur avec l'écoulement du temps. Ce sont des données qui sont aussi très variées. C'est l'idée de variété. Et ces données, en fait, elles circulent, elles sont partagées, elles sont distribuées sur une infrastructure et peuvent être analysées par de nouveaux instruments qui sont les instruments d'analytique des données, Data Analytics, qui est un secteur qui se développe, pour lequel il y a une très forte demande sur le marché. Il y a des outils de Data Analytics et puis il y a des gens, des spécialistes, des ingénieurs qui sont des spécialistes de l'analyse de données. Ces outils, ces spécialistes étant nécessaires pour justement extraire de la valeur de cette abondance de données qui changent très vite, qui sont très variées. Donc, évidemment, pas de mégadonnées sans qu'il y ait un minimum d'infrastructures en termes de réseaux, de terminaux, de capacité de stockage. Il y a toute une série de prérequis. Mais il ne faut pas oublier les prérequis au niveau des outils d'analyse et aussi des compétences dans l'analyse. On y reviendra parce que ça pose problème pour la gouvernance des données et notamment pour la possibilité de définir des politiques publiques basées sur les données des plateformes. Parce que ce sera la dernière partie de notre présentation, mais qui est un peu plus prospective, qui est consacrée à ces questions de savoir comment mobiliser les données générées par les plateformes de façon à pouvoir éventuellement affiner des politiques publiques ou définir de nouvelles politiques publiques. Et là, évidemment, la question de la maîtrise des outils d'analyse par les autorités publiques est un problème et potentiellement aussi un goulet d'étranglement. Donc, effectivement, on définit le big data, vous le savez, ceci c'est un peu du rappel, par les 3, 4 ou 5 V que j'ai déjà cités et qui se trouvaient dans la définition de Kitchin que je viens de vous montrer, donc en termes de volume, de variété, de vélocité, de véracité et aussi de valeur. Ceci, c'est extrait d'ailleurs d'un petit schéma produit par Software Brussels, un intérêt en région bruxelloise pour ces questions de données, bien entendu. Ça, c'était pour le point A. Alors, le point B, nature des données et droit de propriété. Là, vous sentez venir, j'investis un peu plus mon terrain, qui est celui de la propriété intellectuelle et des propriétés en général, parce qu'on pourrait en parler longuement. Alors, c'est vrai que l'analogie déjà évoquée, et qui revient notamment dans la presse, les données, c'est le nouveau pétrole. Oui, ça va dans la mesure où c'est une nouvelle ressource qui a de la valeur, mais en même temps, l'analogie ne fonctionne pas du tout, parce que, évidemment, contrairement au pétrole, les données sont des biens non rivaux. Le fait que quelqu'un utilise des données n'empêche pas quelqu'un d'autre d'utiliser les mêmes données. Donc, si j'ai des données, je ne vous empêche pas non plus
de les obtenir. Et donc, on n'a pas la rivalité qui existe comme en matière de ressources naturelles. Donc on est très loin de ce point de vue-là de l'analogie avec le pétrole. Et donc effectivement, si on possède et on contrôle des données, on ne bloque pas nécessairement les concurrents, comme on peut bloquer des concurrents lorsque on a la main sur une infrastructure, dans la mesure où il peut être possible d'obtenir la même information à partir d'autres données. Et vous avez là l'exemple qui est cité, mes préférences musicales. Vous pouvez éventuellement les découvrir parce que ça, c'est une connaissance utile, notamment pour la publicité. Vous pouvez peut-être découvrir ça en faisant une analyse de mes requêtes de recherche sur Google, si vous êtes Google, si vous êtes Facebook, vous avez d'autres moyens, et peut-être c'est même plus facile en consultant simplement mon profil. Je ne parle pas pour moi, parce que là, vous aurez des difficultés. Il est possible d'exclure des tiers quand même. Et donc, ce sont des biens non rivaux, mais on peut exclure les tiers. Il y a des dispositifs techniques et pratiques qui sont utilisés par les plateformes et par d'autres opérateurs. Les contrats sont aussi utilisés. Regardez les conditions générales qui vous interdisent souvent de reprendre des données, de faire par exemple du content scrapping sur Facebook, des restrictions interdisant la portabilité de campagnes publicitaires sur Google. On pourrait multiplier bien entendu les exemples où les contrats sont utilisés et renforcés par des dispositifs pratiques ou techniques pour assurer une forme d'appropriation des données en dépit de leur caractère non rival. Et alors, on utilise aussi ce que le législateur met à la disposition des opérateurs, à savoir les droits de propriété. Ceux-là sont définis, enfin dans mon approche en tout cas, par le législateur. C'est le cadre général sur lequel je vais un tout petit peu revenir parce que c'est la toile de fond, mais bien entendu l'appropriation passe essentiellement par les contrats et des dispositifs technico-pratiques. Donc, si on regarde un peu l'évolution au niveau de la réglementation ou de la législation, je ne vais pas commencer à faire des distinguos ici, on constate que suite à justement l'accroissement de la valeur des données, le droit s'intéresse plus qu'avant à l'arbitrage entre toute une série de demandes relatives aux données, des demandes de contrôle d'un côté, et ça peut être des demandes de contrôle d'opérateurs privés, mais aussi des demandes de particuliers de contrôler leurs propres données personnelles. Et en même temps, des demandes renforcées de faciliter l'accès à différents types de données, notamment pour que l'économie des données puisse fonctionner. Et le droit est un peu pris entre plusieurs feux, bien entendu, et tout le travail des législateurs actuellement, c'est de définir les bons, entre guillemets, c'est-à-dire les justes, entre guillemets, ou les droits de propriété proportionnés qui réglementent le contrôle des ressources et l'accès à ces ressources, y compris, pour moi, et on pourrait en discuter, le droit sur les données personnelles, c'est un droit de propriété, et on pourrait montrer d'ailleurs quelle évolution il y a eu en direction d'un droit de propriété, avec différentes composantes de la protection, telles qu'elles résultent par exemple du règlement général sur les données personnelles, qui renforce l'analogie avec le droit de propriété, même si on peut se méfier de l'analogie, hein, mais il y a un constat de l'évolution du droit dans ce sens-là, parce que la propriété, c'est assurer un contrôle. Et ce qu'on veut assurer aux personnes physiques, c'est un contrôle par rapport à leurs données. Donc on se délimite dans un cadre qui est le cadre de propriété. Je sais, quand on dit ça, ça ne plaît pas du tout aux gens de la vie privée, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout à fait en dehors de ça, ils sont dans le domaine des libertés fondamentales, etc. On leur parle de propriété, ils n'aiment pas. Mais je pense que de temps en temps, il faut un peu secouer les approches. Et effectivement, quand on parle de régulation ou législation dans le domaine des données, vous avez une multitude ici, je m'intéresse uniquement
au domaine européen, parce qu'effectivement, la problématique des plateformes, je pense, c'est une problématique d'abord qui est une problématique globale. Donc, c'est le droit qui est le plus proche du droit global qui doit s'y intéresser. Et effectivement, c'est peut-être davantage le droit européen que le droit belge. Donc, effectivement, le règlement général sur la protection des données, qui, vous le savez, va entrer en vigueur le 25 mai prochain, est une pièce importante dans l'arsenal juridique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a par exemple une directive sur les secrets d'affaires, et on verra comment on définit un secret d'affaires. Eh bien, justement, c'est de l'information et un contrôle particulier sur les secrets d'affaires. Mais il y a toute une série d'autres dispositifs juridiques qui existent, qui sont en préparation ou qui sont appliqués. Par exemple, je cite là, la directive sur la réutilisation des informations du secteur public qui est en passe d'être révisée avec des questions intéressantes. Il y a une proposition de directive sur le free flow, je ne sais plus très bien comment on l'a traduit en français, des données non personnelles. Et là, on a, dans cette proposition de directive qui a été mise sur la table par la Commission au mois de septembre de l'année dernière, on a une définition des données non personnelles, qui est une définition, on y reviendra, purement négative. Ce sont des données non personnelles, toutes les données qui ne sont pas des données personnelles. Donc on est renvoyé au règlement général qui, lui, définit positivement les données personnelles. Vous avez évidemment des propriétés intellectuelles comme le droit d'auteur, mais aussi le droit sui generis sur les bases de données, qui permettent un certain contrôle et qui en même temps, à certains égards, favorisent un certain accès aux données. On essaye de trouver l'équilibre entre les deux. Il y a aussi la proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, le DSM, qui est sur la table depuis septembre 2016 et qui a une certaine implication pour la question en général de la gouvernance des données, dans la mesure où il y a une disposition qui prévoit une exception sur le text and data mining, donc sur la fouille de textes et de données. On a l'impression que le droit d'auteur n'a rien à voir avec les questions des données. C'est faux quand on voit que, justement, on doit introduire une exception permettant la fouille de textes et de données. Et donc, les débats sur la délimitation de cette exception en matière de droit d'auteur a des implications sur le marché des données et sur la façon dont les opérateurs comme les plateformes travaillent les données. Alors le droit de la concurrence, bien entendu, qui est aussi un droit qui s'intéresse de plus en plus à la question des données. Mais dans l'analyse de la concurrence, est-ce qu'il y a quelque chose comme de la dominance par les données ? Et là, évidemment, ça s'applique bien aux plateformes qui s'appuient sur des masses de données. Ces différentes régulations, législations, en fait, évidemment, sont toutes confrontées à la nécessité de trouver l'équilibre, qui est un équilibre que la propriété intellectuelle essaye de réaliser. Malheureusement, ne réalise pas toujours correctement, parce qu'effectivement, il y a des déséquilibres en matière de propriété intellectuelle investie depuis assez longtemps par des intérêts économiques qui visent à renforcer le contrôle. Enfin, il y a quand même des régimes qui sont des régimes parfois quand même relativement équilibrés, donc on ne peut pas être trop critique non plus, même si c'est clair qu'il y a des poussées pour plus de contrôle. Alors, la notion de propriété intellectuelle, pour moi, ça couvre, donc je le disais aussi, les secrets d'affaires, on en reparlera, les données personnelles, et puis il y a la tension permanente avec les libertés que sont, par exemple, la libre concurrence et la liberté d'expression. Tout ça, c'est une problématique générale et qui se pose par rapport aux données. Il y avait un commissaire européen qui n'est plus en charge de la société de l'information, mais c'était M. Oettinger qui, il y a quelques mois, enfin un peu plus d'un an, était encore en charge de DG Connect et donc de la société de l'information. Il avait plaidé dans la presse française pour un code civil sur les données. Il avait publié dans des journaux allemands, c'est intéressant du point de vue de la culture juridique, des papiers
où il plaidait dans le même sens, mais il utilisait des concepts différents, effectivement, pour en appeler au public français. L'idée de pousser pour un code civil sur les données était quelque chose qui intéressait sans doute les Français plus amateurs de codification que d'autres cultures juridiques. Mais vous voyez qu'il y avait là une volonté d'aller de l'avant parce que, d'après lui, ça manquait. Ça manquait, mais il était un peu poussé dans le dos par les constructeurs automobiles allemands qui, effectivement, voient d'un très mauvais œil les nouvelles plateformes arriver et s'installer dans leurs produits, dans les voitures qui, de plus en plus, vous le savez, deviennent des téléphones portables sur roues. Et donc, effectivement, la question du contrôle des données qui sont les données générées par une voiture, ça devient essentiel pour une grande partie de l'industrie allemande. Et donc, on pousse un tout petit peu le commissaire allemand ici plaider pour un code civil. Donc, il faut faire un peu attention parce que, effectivement, pour un juriste, ça nous attire, se dire, on va contribuer à travailler sur le code civil des données. Il faut un peu se méfier. Alors, il y a différents types de données. Et donc, je pense que pour notre problématique, et c'est assez complexe, mais on doit distinguer peut-être 4 grands types de données. Parce qu'il y a des définitions juridiques et parce qu'il y a des enjeux particuliers. Il y a les données personnelles, bien entendu, je reviendrai sur la définition dans un instant, qui, elles, s'opposent clairement aux données non personnelles. Et donc, la proposition de règlement sur la libre circulation, le free flow des données non personnelles, on peut essayer de comprendre le champ qui est défini négativement par rapport à ce qui est couvert par la notion de données non personnelles. Les plateformes peuvent générer des données non personnelles aussi. Et donc la problématique des données non personnelles peut quand même interférer avec la problématique des plateformes. La réglementation sur le free flow of non-personal data vise à éviter les obligations de localisation quand des législateurs, et ça s'est multiplié en Europe, imposent que les données soient stockées sur des machines qui sont des machines basées sur un territoire. Donc on essaye de retrouver un peu de territorialité et de contrôle, bien entendu, en imposant des obligations de localisation. La proposition de règlement vise à éviter ces obligations de localisation, même si elles peuvent être bien entendu justifiées notamment par la sécurité publique, la poursuite des infractions, etc. Problématique assez vaste sur laquelle on va revenir par rapport aux plateformes d'ailleurs. Alors il y a aussi les données confidentielles et les données publiques ou ouvertes. Les données confidentielles, il y a une définition. Les données publiques, c'est plus compliqué. Les données ouvertes, il y a beaucoup de définitions. Je ne vais pas m'y risquer. Mais pour parler de 2 types de données qui avaient déjà été évoquées, vous avez les données personnelles. Et vous voyez d'ailleurs qu'on définit les données par référence à la notion d'information. Dans l'article 4.1 du règlement, c'est toute information, c'est ça des données personnelles, se rapportant à une personne physique, uniquement une personne physique. Désormais, il ne sera plus possible d'avoir une protection des données personnelles pour des personnes morales, ce qui existe dans certains pays. Et donc là, vous voyez aussi que la question des données personnelles, ça a été parfois étendu à des personnes qui sont des personnes juridiques non individuelles, mais ce sera désormais interdit avec le règlement. C'est très vaste, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Et donc vous avez là une série d'exemples, numéro d'identification, données de localisation, identifiants, qui permettent d'identifier une personne. Le temps passe, c'est vrai. Oula. Bien. Ce qui est contrôlé, c'est en fait le traitement. Vous le savez, traitement de données personnelles. Et la notion de traitement est très largement définie comme une opération qui couvre toute une série d'actes. Et
pour quelqu'un qui vient de la propriété intellectuelle, ce n'est pas inintéressant de comparer ces actes d'ailleurs qui sont qualifiés là avec des actes qui peuvent tomber dans le champ d'autres propriétés comme l'adaptation, l'utilisation, la communication ou bien la mise à disposition, etc., qui sont des notions qu'on peut retrouver, peut-être avec un sens différent, dans d'autres régimes de droit de propriété. Bref, il y a bien entendu toute une série d'opérations qui tombent dans le champ de la notion de traitement, qui donc nécessitent des autorisations. Considérant 71 ajoute un peu à cette interprétation de la notion de traitement. Et bien entendu, il y a des exemples là, tels que par exemple la collecte d'informations permettant de déterminer le rendement au travail d'une personne, ses préférences, sa fiabilité, son comportement, sa localisation, autant d'informations qui peuvent être collectées par les plateformes. Si on prend Uber, on a quelques exemples, et je pense qu'on pourrait multiplier évidemment les exemples de données personnelles qui sont captées par l'opérateur de la plateforme. Vous en avez ici quelques-unes qui sont des données collectées par la plateforme. Cela va de soi. Les données confidentielles. Vous avez aussi une définition juridique qui se trouve dans la directive de 2016 sur le secret d'affaires. On a l'impression que le secret d'affaires est quelque chose qui est limité aux opérateurs économiques. C'est encore une terminologie qui est un peu rétro, mais quand on voit la définition, le secret d'affaires, c'est des informations qui doivent respecter 3 conditions, qui doivent être secrètes, c'est-à-dire généralement non connues des milieux intéressés. Et il faut que ces données aient une certaine valeur parce qu'elles sont secrètes. Donc c'est la confidentialité qui génère la valeur. Et il faut, mais la 3e condition a été interprétée de manière assez minimaliste par la jurisprudence, il faut quand même faire quelque chose, il faut prendre des dispositions raisonnables pour celui qui veut revendiquer la protection de données confidentielles. Et donc ces mesures peuvent être des contrats, peuvent être d'autres dispositifs techniques ou pratiques. La question donc de la gouvernance des données des plateformes, je pense que ça met, et on va vous donner maintenant une série d'exemples, ça met en cause des questions touchant aux données personnelles et ou aux données confidentielles, parce que justement les plateformes assez souvent invoquent la protection de la confidentialité pour s'opposer à certaines communications, certains échanges de données, invoque parfois aussi la protection des données personnelles pour refuser l'échange de données, une excuse peut-être facile dans certains cas. Alors, un schéma, je ne sais pas si c'est toi qui l'as réalisé. Alors, lorsqu'on prend les collections des données et le traitement des données, on a un flux d'informations qui est assez immense et qui est assez difficile à synthétiser en réalité. Quand on prend les flux de données, les informations sont collectées par le smartphone d'un utilisateur, mais sur différentes bases. Il y a des informations qui sont collectées de façon tout à fait active. Facebook va vous demander quels sont vos goûts musicaux. Il y a des informations qui vont être collectées de façon plutôt passive. Lorsque vous faites une recherche sur Facebook, le fait que vous ayez cherché pour telle personne ou pour tel groupe que vous souhaitez liker, le téléphone va collecter l'information de façon passive et interpréter l'information. Mais il y a aussi des informations collectées de façon encore plus passive ou parfois collectées de façon plus technique lorsqu'on a des cookies ou lorsque vous utilisez votre téléphone depuis chez vous dans le tram ou à l'étranger. Facebook connaît votre localisation, dans de nombreuses hypothèses en tout cas. Ces différentes informations sont collectées dans le smartphone qui vont renvoyer les informations sur la plateforme qui va centraliser les données en réalité. Et puis la question qui se pose, c'est quelles sont les relations que les plateformes peuvent avoir entre elles par rapport à ces données et quels sont les rapports que les plateformes peuvent avoir dans leurs relations avec des autorités publiques.
Donc on voit 3 niveaux de collection de l'information. On a le niveau du smartphone, le niveau de l'utilisateur, que ce soit un utilisateur qui soit un chauffeur Uber, un utilisateur d'un réseau social, ou que ce soit l'utilisateur de Uber en lui-même. Ensuite, on a le deuxième niveau, c'est le niveau des plateformes, et puis on a le troisième niveau, le niveau des autorités publiques. La question qui se pose de façon croisée, et on va essayer d'analyser les différentes flèches, et même plus de flèches que celles qui sont explicitées sur le schéma, pour vous montrer les relations qui se posent lorsqu'on prend la plateforme comme entité centrale et qu'elle doit interagir avec les utilisateurs, avec les autres plateformes et avec les autorités publiques. Bien. Alors, on peut peut-être commencer par les rapports en ce qui concerne donc la plateforme avec les deux faces du marché, donc les utilisateurs sur les deux faces qui peuvent être des fournisseurs et des consommateurs. Mais on parle pour les deux catégories d'utilisateurs de la plateforme, même si c'est sur des faces différentes. Donc, si on s'intéresse à ce rapport-là, c'est plutôt la gouvernance, et c'est la troisième partie ici de notre exposé, la gouvernance des données des utilisateurs envisagée du point de vue interne. Et donc là, on va analyser la question de la collecte des données par les plateformes et l'échange des données entre utilisateurs. Collecte donc des données des deux faces du marché, mais effectivement, généralement, en tout cas pour l'économie collaborative, il faut aussi qu'il y ait un échange de données entre les deux faces. Vous avez besoin à un moment donné d'échanger des données avec votre taxi Uber pour qu'il vous trouve, même si au départ, évidemment, l'échange de données ne passe que par l'intermédiaire, la plateforme. Donc il faut d'abord qu'il y ait des autorisations pour la collecte des données par les plateformes. Et donc là, on peut s'appuyer sur les différentes justifications de la collecte des données personnelles, puisque bien entendu, cela implique, dans le cas d'Uber, des données personnelles de localisation. Et donc la collecte est autorisée si elle est basée sur le consentement, par exemple, et donc les termes et conditions des réseaux sociaux ou d'autres plateformes vont emporter le consentement. Dans d'autres cas, bien entendu, on peut s'appuyer sur la justification de l'usage des données qui est l'exécution d'un contrat. On ne peut pas exécuter le contrat transport Uber si on n'a pas ces données. Dans d'autres cas, la collecte de données peut être justifiée pour une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis si la plateforme a des obligations en termes de communication d'informations aux autorités fiscales, par exemple, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc il y a suffisamment de justification pour la collecte sur laquelle les opérateurs de plateforme peuvent s'appuyer. Et ils peuvent aussi assurer l'échange de données entre les différents utilisateurs, entre les différentes faces de leur marché. Généralement, ce sera par contrat, par exemple, ici, une disposition des termes d'usage de la plateforme Deliveroo qui se permet, à un moment donné, lorsque l'opération est en passe d'être conclue ou est conclue, d'indiquer des informations relatives à une face de la plateforme vers les utilisateurs de l'autre face de la plateforme. Alors, gouvernance des données par les plateformes. Jusqu'à présent, la problématique de la gouvernance interne ne pose pas trop de problèmes. C'est réglé essentiellement par les contrats. D'autres justifications peuvent être invoquées. Si on s'intéresse maintenant au flux de données vers l'extérieur, de plateforme à plateforme ou entre plateforme et autorité publique, qui est quelque chose d'un peu plus prospectif, mais qui est intéressant à analyser. Donc si on s'intéresse au rapport entre
plusieurs plateformes, est-ce qu'il y a des possibilités de transférer des données d'une plateforme à l'autre, notamment pour un utilisateur? Et vous connaissez sans doute cette problématique. Par exemple, est-ce que je peux changer de réseau social, ou est-ce que moi qui suis sur Uber, je peux à l'avenir passer sur un concurrent, une plateforme comme Lyft ou comme Didi, qui sont des concurrents d'Uber? Et vous savez que de ce point de vue-là, le règlement général sur les données personnelles facilite ce transfert des données et a aussi un effet donc sur la concurrence, puisqu'il crée, c'est nouveau, à propos des données personnelles, un droit à la portabilité qui vous permet donc de demander les données vous concernant et qu'elles vous soient communiquées par la plateforme dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ce qui vous permet de transmettre ces données-là à une autre plateforme, éventuellement concurrente. Donc ceci, c'est une disposition, on le voit dans le règlement général sur les données personnelles, mais qui a un effet sur le marché, qui vise à lutter contre une concentration du marché en assurant une certaine forme de substituabilité avec la possibilité de transférer ses propres données personnelles. Alors, collecte de données d'utilisateurs d'autres plateformes, ça pose parfois des problèmes, et Enguerrand a analysé, et pourrait vous en dire plus, une problématique impliquant Uber. Alors, la problématique ici. Donc Ça marche. Allô? Oui, pardon. Donc la problématique que l'on retrouve, c'est assez folklorique en réalité comme cas. Uber a installé sur les téléphones de ses utilisateurs un petit logiciel espion qu'ils ont appelé en toute délicatesse Hell, l'enfer. L'histoire qui se cache derrière ce petit logiciel ce logiciel permettait en réalité de vérifier quelles étaient les activités des utilisateurs Uber. Bon, rien d'extraordinaire jusque-là. Sauf qu'en réalité, ce logiciel avait une fonction double. Il permettait non seulement de savoir ce que les utilisateurs faisaient, mais permettait de comparer par rapport aux données rendues publiques par Lyft quels étaient les utilisateurs qui utilisaient également la plateforme Lyft. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Uber identifiait qu'un utilisateur enregistré sur sa plateforme était à une occasion déterminée et déterminait qu'il y avait un taxi au même emplacement qui suivait le même itinéraire, Uber pouvait identifier que la personne utilisait une plateforme concurrente et qu'elle faisait ce que l'on appelle du multi-homing, c'est-à-dire utiliser différentes plateformes de façon concurrente. Si l'utilisateur n'avait pas désactivé la deuxième plateforme sur laquelle il était également inscrite, Uber pouvait suivre tout simplement l'utilisateur et déduire quels étaient les utilisateurs, tant chauffeurs que passagers, qui utilisaient les deux plateformes. Bon, jusque-là ça va. Le problème, c'est lorsque on se rend compte que Uber ajoute et utilise ces données pour, en réalité, empêcher les chauffeurs de Uber d'accéder au service de Lyft en leur donnant la préférence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une requête était envoyée par un utilisateur, ces chauffeurs étaient privilégiés pour ne pas qu'ils aient de courses sur Lyft et que Lyft ne puisse donc pas saisir de commission. De façon inverse, lorsque Uber identifiait qu'une personne se connectait également sur Lyft, en tant que passager, elle donnait la préférence pour un chauffeur, même s'il n'était pas nécessairement à proximité, de façon à ce qu'il ne puisse pas utiliser la plateforme Lyft. Ce type de problème posait problème en matière de droit de la concurrence, en particulier, et de pratiques commerciales déloyales. Maintenant, on va passer à la relation dans la dimension externe entre la plateforme et les autorités étatiques, donc la dimension plutôt verticale. À cet égard, on va analyser deux types de politiques publiques dans le cadre desquelles les autorités vont avoir besoin de données ou dans lesquelles il va y avoir des échanges de données. D'une part, on va avoir la Smart City. La Smart City est en réalité une forme de
plateforme qui permet de gérer l'espace public. Aux Pays-Bas, la plateforme CityTech est une société qui a remporté un marché public pour gérer des parkings, des feux tricolores, des lampadaires, sachant que ces lampadaires avaient en réalité des petits capteurs Wi-Fi pour identifier quelles étaient les personnes qui passaient à proximité et identifier quels étaient les itinéraires de ces personnes à travers la ville. Les feux tricolores permettaient d'analyser les flux de circulation et la gestion des parkings permettait de connaître quelles étaient les personnes qui rentraient dans la ville, quelles étaient les personnes qui étaient externes, quelles étaient les personnes qui vivaient plutôt dans la ville. À un moment donné, cette plateforme collecte une quantité immense de données. La question qui se pose, c'est est-ce que les communes peuvent accéder à ces données? Les communes font une requête à CityTech, qui était le gestionnaire des données, d'y accéder. CityTech s'y oppose et dit peut-être, ville ou commune, vous êtes les propriétaires juridiques des mécanismes qui permettent de collecter les données, vous êtes les propriétaires des feux tricolores, vous êtes les propriétaires des lampadaires, certes, mais je suis détenteur économique des données. Et la CityTech a argumenté dans ce sens-là en vue d'éviter de la concurrence et qu'un nouveau marché public ne soit éventuellement créé et qu'il y ait un risque qu'une autre personne obtienne le marché public. On se pose alors, que fait-on de ces données qui sont en réalité tout à fait la propriété d'un opérateur économique privé? Alors, les villes ont un argument en réalité pour agir à l'encontre de ces plateformes qui monopolisent les données, notamment par la directive sur le secret d'affaires. La directive sur le secret d'affaires, à condition qu'il y ait un cadre législatif national qui le permette, permet en réalité d'exiger que les acteurs privés, qui ont collecté des données, puissent les transmettre aux autorités publiques dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de CityTech, on peut argumenter que vérifier les données pour développer une nouvelle politique publique rentre bien dans l'exercice des fonctions de l'autorité communale en question. Alors, à côté de ce mauvais exemple de gestion des données publiques, il y a l'exemple londonien qui est tout à fait contraire, où il y a une politique d'open data. En réalité, Waze offre des informations à TfL, qui est l'autorité publique de gestion de la mobilité à Londres, des informations quasiment en temps réel. Là, il y a un accord qui a été passé entre Waze et Transport for London pour permettre l'échange d'informations. TfL va fournir de façon proactive des informations sur des chantiers dans la ville, des interruptions des chantiers dans le métro, également des problèmes qui peuvent être liés à des grèves ou autres. TfL va offrir ces informations à Waze, qui va pouvoir les utiliser, les collecter, mais Waze a conclu un partenariat en réalité avec Londres pour également fournir ses propres données aux autorités publiques. Imaginez qu'il y ait un accident qui implique des blessés dans la ville, que cet incident ne soit pas déclaré par les individus à la police, mais qu'il l'ait déclaré sur Waze. On a le réflexe, lorsqu'on est conducteur, d'annoncer quels sont les incidents sur la route, mais pas de téléphoner à la police. C'est une situation qui arrive en réalité relativement souvent. Eh bien, les autorités publiques vont être averties qu'il y a un blessé à un endroit identifié et vont pouvoir envoyer les ambulances sans que les utilisateurs n'aient besoin de le faire de façon proactive et de façon indépendante de la plateforme. Ici, en réalité, entre Waze et Londres, il y a un échange de données, c'est données contre données. Il n'y a pas d'échange monétaire qui est impliqué et c'est suffisamment remarquable que pour le souligner. Ce type de mécanisme développé par Waze est un mécanisme qui a été développé initialement pendant la Coupe du Monde au Brésil et pendant les Jeux Olympiques de Rio pour permettre aux autorités publiques brésiliennes de mieux gérer l'afflux immense de circulation dans la ville. Alors, il faut bien se rendre compte que TfL et que l'échange qui a lieu en Angleterre entre TfL et Waze est relativement particulier,
puisque TfL a une politique de gestion des données qui est tout à fait ouverte. TfL estime qu'il y a une présomption favorable pour que toutes les données collectées soient des données qui doivent être rendues publiques. C'est ce mécanisme qui permet en réalité de fournir des données en temps réel à énormément de développeurs pour gérer les données. Il y a un nombre impressionnant d'applications sur la mobilité à Londres où les utilisateurs peuvent en réalité avoir le trajet le plus immédiat entre deux points de la ville, alors que si on regarde le réseau londonien de métro, ce n'est pas toujours évident d'aller en ligne droite d'un point B à un point A ou d'un point A à un point B. Donc tout ça s'inscrit dans une logique de gestion de l'innovation, de gestion des données ouvertes qui est très propre à Londres. L'avantage étant, bien entendu, que les personnes qui utilisent les données offertes par Londres peuvent adapter les données, peuvent les modifier, peuvent en avoir un usage commercial ou non commercial. Ils peuvent commercialiser le traitement algorithmique des données qu'ils offrent. Alors, tout ça nous conduit en réalité à voir comment les plateformes utilisent les données des autorités publiques. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas, ou ce qu'on voit à Londres, c'est essentiellement les plateformes qui vont bénéficier de l'utilisation des données publiques. Mais on peut se demander quel est le rôle que les autorités publiques peuvent attribuer aux plateformes dans la gestion des données. Et à cet égard, on peut regarder le domaine de la fiscalité. Le domaine de la fiscalité est relativement particulier car il revêt un caractère exceptionnel. Le règlement sur la gestion, le règlement général sur la protection des données personnelles ne s'applique pas. Donc ça, c'est quand même un élément assez important pour comprendre que les autorités publiques, dans leurs fonctions officielles, ne doivent pas appliquer nécessairement le règlement. Alors, là, il existe différentes attitudes sur le rôle que les autorités publiques peuvent attribuer aux plateformes. Alors, le domaine de la fiscalité se prête bien à différents cas d'études. En France, on voit qu'en matière fiscale, l'État français demande aux plateformes de transmettre une série d'informations de façon directe aux utilisateurs, va demander d'avoir une gestion des données qui passe par l'utilisateur. On va demander à la plateforme de rendre aux utilisateurs un bilan de toutes les opérations qui ont été effectuées via la plateforme. C'est alors à l'utilisateur, de façon proactive, à utiliser les données qui lui ont été rendues. On lui rappelle les informations qui ont été collectées sur lui, en réalité, pour remplir ses déclarations fiscales. Là, la plateforme a un rôle relativement passif. C'est uniquement rappeler le rôle et les informations, certaines informations qui ont été collectées. En Angleterre, par contre, il y a une pratique qui est fort différente. En Angleterre, la législation fiscale a été adaptée en 2016 afin que des intermédiaires, telles les plateformes, en réalité ce sont les plateformes telles Uber qui étaient visées dans la législation, mais on va mettre en avant dans la législation fiscale de façon tout à fait neutre les intermédiaires qui fournissent des services de mise en relation entre des individus qui sont d'un côté des fournisseurs et de l'autre côté une clientèle de ces fournisseurs et qui ont une deuxième fonction, qui reçoivent des informations sur les opérations entre ces fournisseurs et ces clients. Ces personnes, ces intermédiaires, vont devoir collecter les données et un officier du fisc peut exiger que soient produites les informations qui ont été collectées par l'intermédiaire de ces plateformes. Ce qui n'est pas nécessairement le cas à l'égard de tous les acteurs économiques. Mais à l'égard des intermédiaires, cela est tout à fait faisable. Et les informations peuvent être de façon tout à fait générale, savoir le nombre d'opérations qui ont eu lieu par la plateforme pour contrôler la plateforme en elle-même, mais également connaître les activités de certains utilisateurs ou de certains segments d'activité. Tout ça avec à chaque fois des éléments qui permettent de quantifier l'opération qui a eu lieu. Même si sur la plateforme il n'y a pas eu de flux financier direct, si la plateforme donne des indices du flux financier qui a eu lieu
entre les fournisseurs et la clientèle, la plateforme est obligée de transmettre cette information au fisc anglais. Alors ça, c'est un rôle tout à fait différent pour la plateforme, puisque la plateforme va avoir un rôle d'informateur des autorités publiques. L'exemple belge, par contre, est de nature différente dans la mesure où les plateformes ne vont plus avoir un rôle d'information de l'utilisateur, ne vont plus avoir un rôle de transmission d'informations au fisc, mais un rôle d'exécution de la politique publique, puisque c'est la plateforme qui va percevoir un précompte professionnel sur les opérations qui vont être effectuées. Donc, de façon très pragmatique, lorsque vous effectuez une opération sur certaines plateformes agréées, c'est un régime qui n'est pas applicable à toutes les plateformes, mais uniquement aux plateformes agréées, lorsqu'on prend en compte ces plateformes agréées, l'autorité publique exige que 10% du montant qui va être payé entre le fournisseur et le client va devoir être perçu. Il s'agit là non plus d'information, mais bien de mise en œuvre de l'exécution publique, puisque le pouvoir de l'État de percevoir l'impôt est délégué à la plateforme. Le rôle donc dans l'activité, dans la gestion des données de la plateforme est beaucoup plus important, puisqu'il y a un véritable contrôle de la compatibilité de l'information par rapport aux transactions effectuées. Donc là, on était entre la plateforme et l'État, et on peut maintenant se demander quel va être le rapport entre la plateforme et des autorités étrangères. Lorsque on regarde ce qui s'est passé à Bruxelles, en réalité, Uber a développé un logiciel en particulier pour protéger ses bureaux à Bruxelles qui permet de désactiver à distance les ordinateurs depuis San Francisco. Jusque-là, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Désactiver un ordinateur à distance, empêcher le vol des données, cela ne devrait pas poser de problème. Sauf que cet algorithme a été essentiellement prévu pour empêcher la police, lorsqu'elle vient faire une perquisition dans les bureaux d'Uber à Bruxelles ou dans d'autres bureaux à travers le monde, pour connaître l'identité des chauffeurs Uber qui pratiquent illégalement leur activité. Uber, en fait, lorsque la police intervient, va désactiver l'ordinateur à distance sans même que les employés n'en soient conscients et uploader toutes les informations qui sont stockées sur le serveur local. Ça pose d'énormes difficultés, du coup, pour les autorités belges de connaître quels sont les utilisateurs de Uber qui utilisent l'application de façon tout à fait illégale, même si la situation a été modifiée entre-temps et qu'Uber a depuis lors été relativement toléré. Ce problème, en réalité, n'est pas nouveau. On retrouve ce problème dans une affaire Microsoft qui est actuellement pendante devant la Cour suprême américaine. Microsoft avait collecté de l'information dans le cadre d'échanges de mails. Un échange de mails est en réalité une activité de réseau social, conçue dans un sens large. C'est une mise en relation de deux individus par l'intermédiaire d'un mail. Microsoft avait reçu des informations dans le cadre d'une affaire criminelle et avait placé cette information sur un serveur basé en Irlande. La question qui se pose, c'est est-ce que le FBI peut accéder à ce mail stocké sur un serveur irlandais, alors même que la communication de l'information au FBI posait des problèmes au regard de la protection en matière de données personnelles. C'est une affaire pendante devant la Cour suprême. On attend incessamment cette décision, elle a été plaidée il y a maintenant un bon mois. Et la question est ouverte. Quels sont les mécanismes qui permettent d'harmoniser deux systèmes de protection qui sont différents à travers l'Atlantique, tant dans les affaires Uber que dans les affaires Microsoft? On pourrait penser en particulier aux mécanismes de traités internationaux visant à l'aide mutuelle dans des procédures judiciaires, mais en réalité, ça pose encore des problèmes parce que la collection de données comme des preuves dans une procédure pénale n'est pas nécessairement couverte par ce type de traité. Donc, quand on fait un vite récapitulatif des différents problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la gestion des données sur les plateformes, on retrouve trois acteurs.
On retrouve tout d'abord la plateforme qui a un intérêt à garder ces données aussi confidentielles que possible, qui va se défendre de les communiquer à un maximum d'individus, qui va essayer de les conserver pour elle, car cela présente une énorme valeur pour elle. À côté de cela, on retrouve les consommateurs, les utilisateurs, vous et moi, qui voyons une éventuelle menace pour notre vie privée dans la collection de données par d'autres acteurs. Enfin, on retrouve un troisième acteur dans les relations de plateforme, qui est l'État. L'État qui ne vise pas nécessairement à collecter des données uniquement pour de la mise en œuvre de procédures pénales, mais qui vise aussi à collecter des données à une échelle beaucoup plus méta pour permettre une meilleure information du politique dans le cadre de la prise de décision. Lorsque le législateur va adopter une loi, on veut connaître le nombre de personnes qui vont être affectées par cette loi de façon directe, mais de façon inverse, également connaître l'effet qu'une politique publique a eu en collectant les données que la plateforme avait en 2012 et les données que la plateforme a en 2022, on peut comprendre s'il y a eu des évolutions dans les comportements des individus. Tout ça est sous-tendu par différentes approches régulatoires, dont Alain a déjà touché quelques mots. On a une approche qui est contractuelle des données, où certains acteurs souhaitent en réalité avoir un maximum de liberté dans l'octroi et dans la propriété des données. D'autres acteurs qui souhaitent avoir une approche propriétaire, pouvoir affirmer de façon positive qu'ils ont un droit sur ces données. Et puis, on va avoir différents mécanismes, notamment en matière de fiscalité, qui va forcer la transmission de données, qui est une approche beaucoup plus externe ou administrative. Et je termine par une autre conclusion ou un autre point de conclusion sur les politiques qui sont des politiques orientées données. On parle assez bien de data-driven policy. Et par rapport justement à la question des plateformes en ligne, la Commission, dans une communication de 2016, avait mis en évidence les avantages, les potentialités en termes de définition de politique publique qui pourraient être nourries par les données de ces intermédiaires que sont les plateformes. Mais je pense qu'effectivement, ça implique d'importants investissements parce que les autorités publiques, et singulièrement peut-être en Belgique, ne sont pas préparées à ce genre de politique. Et donc, il est difficile pour la collectivité, je pense, de bénéficier potentiellement des avantages de la mise en place de ces politiques basées sur les données, parce qu'il faut des infrastructures, il faut des spécialistes, et ça fait défaut du côté du public. Ce qui veut dire que certaines politiques ne peuvent sans doute pas être menées dans la mesure où il n'y a pas la capacité de réponse du côté du public par rapport à la valeur des données qui pourraient être exploitées. Bien entendu, il faut toujours être prudent. On n'a pas envie non plus, et on a déjà évoqué la problématique du transfert de données vers l'État qui pose bien entendu des problèmes de surveillance et de vie privée par ailleurs. Mais donc, effectivement, je pense qu'il y a des potentiels importants dans ce domaine-là. Il y a toute une série de freins, et ces freins sont des freins du côté de l'autorité publique, mais aussi du côté des plateformes, qui, dans certains cas, vont invoquer le régime juridique pour refuser le transfert, l'échange de données, invoquant par exemple la protection des données confidentielles ou invoquant la protection, mais peut-être à mauvais escient, des données personnelles qu'elles ont elles-mêmes collectées. Donc il y a sans doute un travail à faire qui doit impliquer aussi la facilitation des échanges et la standardisation à la fois des contrats et des standards pour les transferts de données. On est à peu près nulle part dans beaucoup de secteurs en ce qui concerne la définition
de ces standards. Donc il y a beaucoup de travail à faire si on veut avoir des politiques basées sur les données. Voilà, c'était un peu notre tour d'horizon. On est maintenant à votre disposition pour répondre, c'est la partie la plus importante, à des questions que vous auriez sur un exposé qui est une partie assez prospective, vous l'aurez constaté.